Bonjour et bienvenue à votre émission cette semaine de Dans Dautré, édition du 2 avril, déjà le mois d'avril. J'espère que vous avez déjà apprécié la température que nous avons eue. On vous parle de différents sujets encore dans cette émission et je pense qu'un premier point qui est important, c'est Yves Perron. Yves Perron, notre député de Berthier-Masquinongé. À Louisville, il y a eu un événement vraiment dramatique. Une policière est morte en devoir lors d'une intervention. Et M. Perron a tenu à lui rendre hommage à la Chambre des communes cette semaine. Donc, nous avons réussi à prendre la captation de cette intervention que, pour M. Perron, a été très émotive et ça s'est suivi aussi par un moment de silence de la part de tous le personnel et les députés qui étaient à la Chambre des communes cette semaine. Maintenant, on parle beaucoup littéraire cette semaine et nous avons parlé avec Louis-Vincent Barthe qui a fait son lancement de livre à Saint-Ignace, donc un livre qui nous parle de l'épopée des bateaux blancs, de vraiment une belle aventure qui a été initiée dans les années 30, 40, 50, 60 avec les bateaux blancs, les précurseurs des croisières fluviales ici au Canada. Ces bateaux étaient dirigés par le CSL qu'on voit maintenant beaucoup passer avec des bateaux containers et Louis-Vincent tenait expressément à faire un livre en français qui rendait hommage à tous les travailleurs qui ont vraiment œuvré sur ces bateaux-là. Et nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer deux de ces marins qui ont travaillé pendant quelques années, même plusieurs années, sur ces bateaux qui nous ont parlé de leur expérience. De vraiment une belle rencontre, vraiment une belle initiative de la part de Louis-Vincent Barthe, qui est lui-même un officier de marine sur les Grands Lacs, qui travaille vraiment au long cours, qui a fait beaucoup de voyages à ce niveau-là. Nous avons aussi rencontré Élise Lagacé, qui est en train d'écrire une triptyque sur son personnage principal, Dolores. Elle nous a parlé de son travail en termes d'écrivain. Elle nous a parlé de son livre et de la façon qu'elle travaille pour créer ces histoires. C'est vraiment, on pourrait dire, ces comédies vraiment très intéressantes. Nous avons aussi rencontré deux jeunes du Cégep de Joliette, de la Naudière de Joliette, qui sont en gestion de commerce et qui ont à faire dans leur travail de session, dans un cours qui s'appelle événementiel, créer un événement et ils ont choisi Berthierville pour leur lieu d'événement et ce sera la semaine prochaine, donc le 8 avril, la fin de semaine de Pâques, qu'il y aura un grand hot don, comme il mentionne, au profit de Moisson-la-Naudière. Donc, vous avez une entrevue avec les deux jeunes qui présentent leur projet, comment qu'ils ont vécu cette expérience et nous avons rencontré aussi Diane Nadeau de Moisson-la-Naudière qui parle de l'importance de l'argent qui peut être ramassé justement et d'importance des dons et des services qu'offre Moisson-la-Naudière à toute la population, dont entre autres ici au Guetta, groupe d'entraide en tout amitié qui bénéficie des dons de Moisson-la-Naudière. Nous vous présentons encore aussi une petite capsule provenant de Coop Lanoraie, Coop Santé qui veut s'implanter à Lanoraie. Il y a eu ce matin une séance d'information, mais si vous voulez adhérer, c'est vraiment très important. Donc, on vous met en contact avec cette belle proposition. Au niveau du Musée d'art de Joliette, le Musée d'art est encore en période d'inscription pour ses camps 2 jours d'été. Donc, on a rencontré Ariane Cardinal qui nous parle de qu'est-ce qui se passe durant ces camps d'été-là et comment s'inscrire pour ces belles activités à offrir à nos jeunes durant la saison estivale. Et avec l'arrivée en principe du mois d'avril, le temps de relaxer, on vous offre une petite séance de yoga avec Jocelyne Aubry, le temps de pouvoir penser à soi. Donc, bonne émission et on vous rappelle qu'à toutes les semaines, vous avez votre bulletin de nouvelles quotidien à compter de 18h qui vous est offert sur les ondes de CTRB avec différents sujets au programme, dont la semaine prochaine, ce sera les conseils municipaux d'avril, donc vraiment une belle semaine à venir. Sur ce, bonne écoute. Monsieur le Président, dans la soirée de lundi à Louisville, la sergente Maureen Bro servait sa communauté. Dévouée et disponible, elle servait d'ailleurs en temps supplémentaire, Monsieur le Président. Expérimentée, attentionnée et appréciée de tous, elle venait d'être promue et avait devant elle un brillant avenir et de nombreux projets. Dans la soirée de lundi, Maureen Bro n'est pas rentrée à la maison.
Elle a perdu la vie au cours d'une intervention visant à rétablir la quiétude et la sécurité dans la communauté. Les circonstances de ces événements nous indiquent que nous avons le devoir, comme société, de comprendre ce qui s'est passé afin d'éviter de tels drames à l'avenir. C'est tout Berthier-Masquinongé et tout le Québec qui est en deuil. À la famille et aux amis, aux conjoints et aux enfants de Mme Brault, nous sommes avec vous. À ses collègues de la Sûreté du Québec, nos pensées vous accompagnent. Je vous salue. Nous pleurons aujourd'hui une héroïne du quotidien qui aura fait le sacrifice ultime. Nous nous souviendrons. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous accueillir à Saint-Ignace de Loyola. J'aimerais d'abord remercier Louis Vincent qui a choisi de lancer son 2e livre dans sa communauté. C'est bien connu, le développement de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola a été influencé par sa proximité avec le fleuve Saint-Laurent. On parle d'un joyau naturel qui a forgé notre identité. Il a fait des Loyauloises et Loyaulois une population fortement caractérisée par son histoire maritime. Une population qui se distingue par son sentiment d'appartenance et par la fierté de ses origines. Dans ces mots, Louis Vincent nous livre avec passion des connaissances et des expériences bien précieuses. Son ouvrage contribue à la valorisation de notre culture et de notre patrimoine. Au nom du Conseil de la municipalité, je tiens à lui livrer notre plus sincère gratitude pour cet engagement à faire connaître notre héritage. Félicitations pour la qualité de ton œuvre et tous mes vœux de succès pour la suite. Oui, Vincent, on n'est pas écrivain, on devient écrivain. Oui. C'est quoi qui t'a amené la première fois à dire « j'aime ça écrire », je sais que tu aimes parler, là, mais qu'est-ce qui t'a amené à écrire? Bien, moi, j'étais sur le fleuve Mackenzie, je travaillais pour la Côte-Côtière, j'étais premier officier à bord. Et puis, j'ai envoyé un courriel à des amis, de la famille proche. Et puis, là, j'expliquais mon travail, qu'est-ce que je voyais, la nature. Là, les gens m'ont écrit en réponse en me disant « Écoute, on aime ça, c'est bien qu'est-ce que tu écris, on veut découvrir le Nord en même temps que toi. » Puis moi, j'ai continué, puis là, je me suis pris au jeu. Et puis, quand je suis revenu sur les lacs, sur le fleuve, j'ai continué à écrire. Et puis, j'étais un passionné d'histoire aussi, fait que ça m'a amené à rencontrer des gens, puis à développer des amitiés. Et puis, là, j'ai sorti mon premier livre, Les Chroniques d'un marin. Okay. Et puis, là, j'avais fait une exposition auparavant, en 2013. Je savais que j'avais du matériel pour écrire des livres plus sur l'aspect historique du fleuve Saint-Laurent. Mais ton premier livre, si on parle un peu, c'était personnel. Là. Dans le fond, tu te dévoilais. Là. Tu disais, je vis qu'est-ce que j'ai... Maintenant, la deuxième question que je te pose, on est marin? On est matelot? Si on vit à Saint-Ignace, sûrement. Ben moi, j'ai ça dans l'ADN. Et je suis de la 5e génération en ligne. Tu te voyais-tu faire d'autres choses dans la vie? Jeune, j'étais archéologue. Puis, tu sais, j'ai connu mon arrière-grand-père. Puis lui, il a navigué 51 ans dedans. Sur les bateaux blancs, justement. Puis j'ai son manteau. Et puis, il était pilote sur le Québec et sur le Saint-Laurent. Et puis, fait que là, à jaser avec lui, je pense qu'inconsciemment, il m'a donné le goût. Et le bout du fleuve, mais je suis né aussi sur le bord du fleuve, à Saint-Ignace. Tu les as vu passer des bateaux, là. Peut-être pas des bateaux blancs, mais tu as vu passer des bateaux. Oui. On parle des bateaux blancs, c'était vraiment l'âge d'or de la navigation. Oui, que c'était vraiment des bateaux... Je vais vous dire une chose, moi. Saint-Ignace, tout le monde a commencé là. Oui, mais le fleuve... Dans la cuisine, sur le deck. Mes oncles, moi, Maurice, Doris, ça a tout commencé là, ça. Dans la coquerie. Mais la chose que je veux dire, c'est que l'histoire de ces bateaux blancs... c'est l'âge d'or des croisières. L'âge d'or des croisières. Sur le fleuve. Tu sais, là, dans ton livre, tu me parles des personnes, là, parce que je l'ai feuilleté là, pendant ta séance de signature, et tu parles des gens, tu parles des gars qui vivaient dessus, comment ça se passait. Mais cette histoire-là, oui, mais il y avait aussi, ça venait de partout, là. Tu sais, tu avais la Canadian Steamship Line.
T'avais la CSL. Oui, Bon, mais la CSL était propriétaire des navires de croisière. il amenait le monde à Tadoussac, il amenait le monde au Noir-Richelieu, à la Malbaie. C'était de la convergence des années 50, là, des années 40. Là. Pas même avant ça. Dans le fond, la CSL est née des bateaux de croisière. OK. Puis ces bateaux-là, là, ça venait de partout là, pour venir faire des au Québec, là, pour venir faire des croisières. Non, ils faisaient juste les gens. Les gens, oui. Les Américains surtout, les gens de l'Ontario. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, c'était les touristes anglophones. OK. L'ouest de Montréal, l'Ontario, puis le nord-est américain. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, les Québécois ont commencé à avoir... assez d'argent pour le faire. Oui, c'est ça. Parce qu'avant ça, les Québécois, disons qu'on était pauvres. Oui. Puis la Deuxième Guerre mondiale, après, avec les usines, le développement a donné le pouvoir d'achat aux Québécois. Ah, ouais. On va descendre, c'est beau. Je vais dire, t'es honnête dans ton livre, parce que, comme je te dis, je viens de le feuilleter. Puis tu parles du beau temps, tu parles des choses qui se passaient, tu as parlé aussi de tragédie, d'événements qu'il y a eu avec ces bateaux-là. Ouais. C'était important pour toi de ramener, tu me disais tout à l'heure que tu étais archéologue, tu étais la recherche, l'histoire. C'était important de tout montrer les facettes qu'ont vécu ces personnes-là. Non, mais là, je suis pas archéologue. J'aurais aimé ça quand j'étais jeune. Mais non, j'étais un passionné d'histoire, puis je veux dire, c'est une facette. Les tragédies font partie de la vie, ils font partie de l'histoire des bateaux blancs, font partie de l'histoire de ces marins-là. Et je voulais mettre ça en évidence aussi. OK, c'est bien. Tu continues encore de naviguer? Oui. C'est quoi tes prochains projets? En navigation, puis après ça, en livre? Bien, là, c'est sûr que j'aimerais ça passer mon capitaine au long cours. OK. Et puis, les prochains livres, en principe, si tout va bien, à l'automne, il va y avoir un livre sur les dragues et remorqueurs. Et c'est une autre facette qu'il n'existe pas de livre québécois, français sur... Il y a des livres en France sur les dragues et remorqueurs, mais il n'y en a pas au Québec, il n'y en a pas. On va remédier à la situation. C'est ça. Non, en tout cas, félicitations. Je pense que tu nous fais découvrir une autre facette du fleuve. Tu sais, les gens, on voit beaucoup les conteneurs, les choses qui passent sur le fleuve, mais il y a eu une âge d'or aussi au niveau de la navigation à ces années. Oui, effectivement. Bon, ben je te remercie, Louis. Ça fait plaisir, merci. Bon, le mot-clé aujourd'hui, c'est « enfin ». Enfin, parce que je peux dire merci à des personnes qui ont été importantes pour moi dans tout ce processus-là. Je remercie ma conjointe, Marie-Hélène Gauthier. Et disons que quand je navigue, elle s'occupe beaucoup d'autres choses. Elle fait ma secrétaire, mon agent de bureau. Elle va mener des affiches, chercher des affiches. En tout cas, elle a fait beaucoup de choses. Je remercie beaucoup. Il y a sa fille, Marie-Ange, qui a fait les affiches, dans le fond, qui a fait l'infographie pour les affiches. Je remercie Marie-Ange pour son travail. Je remercie mes parents. Pourquoi? Parce que ça paraît tout le temps bien de remercier ses parents en public. Et je veux remercier ma sœur aussi, pour la même raison. Mais farce à part, mes parents et ma sœur m'ont tout le temps soutenu dans mes multiples projets depuis les 25 dernières années, de force ou de gré. Enfin, aussi, ben, c'est vrai, il y a mon fils là, qui est à Edmonton, je crois. Salut, Augustin. Je remercie mon fils, il va être content parce que, ben, je le dis aussi dans mon livre, mon fils, avec mes multiples recherches, il m'a accompagné quelquefois aux Archives nationales du Québec et à la Grande Bibliothèque. Il aimait bien ça, bien ça. Il était content. Fait que je remercie mon fils. Enfin, le livre, L'épopée des bateaux blancs. Pourquoi enfin? Parce que c'est le premier livre en français sur l'épopée des bateaux blancs, qui pendant 40 ans ont marqué l'histoire du Québec. Il y a eu des livres en anglais,
mais pas en français. Alors, j'ai remédié à la situation. Quand j'ai envoyé mon courriel à Mme Proulx, je lui ai dit j'avais écrit un livre sur les bateaux blancs. Et, fruit du hasard, les bateaux blancs ont été les précurseurs du tourisme au Québec. Avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était beaucoup des touristes américains, anglophones, Montréal, Ontario. Les Anglais avaient de l'argent. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les Québécois ont commencé à avoir un petit peu plus d'argent, puis ont commencé à voyager. Puis je sais que d'entre vous, beaucoup de gens qui ont dans leur famille, il y a des gens qui ont fait leur voyage de noces à bord des bateaux blancs. Et avant de terminer, j'ai deux choses. Bon, le manteau. Le livre, je l'ai dédié à mon arrière-grand-père. J'ai connu mon arrière-grand-père, j'ai eu cette chance. Et j'avais 17 ans lorsqu'il est décédé. J'ai eu la chance d'aller chez lui, aller jaser avec lui. Et puis aussi, on a eu la chance, la famille Barthes, quand il faisait son jour de l'an, mais c'était toute la famille. Et aujourd'hui, souvent, je dis mes meilleurs amis, c'est mes petits cousins. Donc, grâce à lui, il nous a tenus serrés. Et puis, il m'a sûrement inconsciemment amené vers la navigation. Et aujourd'hui, bien, je porte son manteau de pilote lorsqu'il le portait jusqu'à sa retraite en 1963. Puis merci à tous ceux qui ont fourni des photos à l'époque. Grâce à vous, bien, il y a un beau livre qui en est sorti. Je suis en compagnie de M. Létu. Vous avez quel âge, M. Létu? 86 ans. 86 ans. Et M. Valois? 83. Pardon? 83. 83, OK. Vous avez pratiqué votre anglais sur les Ben bateaux oui, blancs? crime, on parle Vous anglais. parlez anglais, c'est ça, il n'y a pas de problème. Avez-vous travaillé ensemble sur Non. les bateaux? Jamais, non? Non. Vous aviez chacun votre bateau? C'était Lui, quoi vos postes? lui, il était sur le deck, puis moi, j'étais sur l'engin. OK, vous étiez Non, dans non. les machinistes, là, qu'on appelle. Le monsieur, des c'était machines. c'était un casse à l'huile. OK. Moi, j'étais un officier. OK, OK. Excuse, sérieux. Non, non, il n'y a pas de problème. Mais avez-vous travaillé sur le même bateau? Non. Jamais travaillé? Non. Moi, j'ai travaillé sur le Tadoussac, mousse, puis officier. OK. Puis pilote sur le Saint-Laurent. OK, par la suite, pilote sur le Saint-Laurent. Oui. Et vous, Moi, M. j'étais Valois? un été sur Saint-Laurent, assistant boucher. J'ai été 3 étés sur le Richelieu, chauffeur. OK. Que c'est des bons postes. Dans le temps, c'était-tu par passion qu'on allait travailler sur les bateaux? Oui. De père en fils, c'était-tu des jobs? Pour moi, oui. Mon père était 24 ans. Là. OK. Que c'est lui qui vous avait suggéré d'aller travailler sur les Oui, bateaux blancs. Quand j'étais sur dos, là, j'avais mon habit de matelot, j'allais à bas du Saint-Laurent, aller voir mon père. J'étais assez étonné à ma mère, elle ne me restait pas à la maison. OK. Elle m'en emmenait, elle m'avait fait un petit habit de matelot. Quand elle est à bord, là, les matelots, hein, je m'en allais dans le show des matelots, là, il y avait du fun, hein, avec moi, là. Puis vous, monsieur Étude? Ben moi, j'étais jeune. Mes frères ont travaillé là. Mes oncles, c'était de famille. On était à Saint-Marin dans la famille. Saint-Marin. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non, mais c'était valorisé. Oui, Quand les oui, gens voyaient oui. passer les bateaux, puis On avait de l'argent, c'était intéressant. OK. Puis il y avait des belles filles. Je suis en compagnie d'Élise Agacé. Bonjour, Élise. Tu permets qu'on dise Élise et Daniel? Oui, Élise et Daniel. Élise et Daniel, non, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, puis tout Oui. ça. Tu es très impliquée dans la région, déjà en commençant à Saint-Norbert, c'est bien ça, avec un site accro-touriste, tu as des gens qui t'invitent à C'est manger. un projet, ouais, ben, c'est un projet, je dirais, de cuisine champêtre à emporter, là, oui. Là. C'est un projet secondaire. Le projet principal, Ah oui, c'est c'était vraiment Oui. l'écriture? Oui. Moi, j'ai une formation en littérature. J'ai été éditrice aussi. Je travaille en oui? édition pendant presque 20 ans, au final. Là. OK. Et puis, Donc, écrire, pour toi, Oui. c'était dans ta nature. ah oui, oui. On est auteur ou on devient auteur? Tu sais, dans le contexte québécois, je dirais qu'on est conteur. OK, oui. On compte. On a ça dans le sang. Ça doit venir de plein d'origines mixtes, je dirais, Oui. là, de la construction de notre pays. Là, parce que c'est clair que moi, je vois beaucoup ça comme un héritage des Amérindiens. OK. Mais je dirais plus que je compte à la base que j'écris. Mais bon, l'écriture, là, c'est le C'était médium que l'écriture. j'ai choisi. T'as choisi. là. Justement, c'était important justement d'écrire. Étais-tu quelqu'un, tu me disais que tu étais éditeur, tu as fait des choses. Donc,
transmettre, on pourrait dire. Oui, effectivement, la question de la transmission, je trouve que c'est super important parce que tu peux bien émettre quelque chose, mais si la personne ne le reçoit pas, il n'y a pas eu de transmission, rien. Donc, c'est quelque chose qui me préoccupe, effectivement. Ah, c'est très, très bien. Oui. Bien, là, tu viens de nous présenter le premier est déjà sorti, on est rendu au deuxième. Et là, tu es rendu, tu nous fais une comédie romantique. Dans le, tu sais, vraiment, c'est un conte, là, c'est vraiment fictif. C'est pas ton histoire. Absolument On n'est pas capable de relier, puis on n'est pas capable de voir. Je pense pas qu'il y a grand-chose de vrai, de ma réalité. Bon, 3 enfants qui bougent beaucoup, oui, effectivement. Puis tu sais, ça va être des petits détails niaiseux, comme le fait qu'elle aime les cornichons sucrés. Bon. Ça, oui, c'est moi, mais c'est vraiment des petits détails, parce que dans l'ensemble, il y a vraiment très peu d'éléments autobiographiques. D'accord, c'est ça. Parce qu'on parle de garage, on parle d'auto, on parle de... C'est plein de choses, comme je disais tantôt, je l'ai survolté, là, mais on va les lire intensément parce que j'aime beaucoup le concept aussi que tu parles, tu présentes des tons, tu présentes des choses, puis comme tu dis, que ça l'inspire un peu l'écriture, ça tu me disais tantôt, ça nous met dans une ambiance là, quand on écoute quelque chose. Oui, puis des fois, ça peut vous apporter, comme lecteur, d'autres clés de compréhension d'un chapitre, par exemple, qui peut avoir l'air très, très dramatique à la lecture, mais moi, je vais avoir mis une chanson plutôt comique, parce qu'au final, moi, ce qui me ressortait de ça, c'était le côté un peu ridicule de la situation, parce que des fois qu'on est dans l'intensité, on se rend pas compte. On se rend pas compte, puis si on prend un recul, ben là, mon Dieu, c'est pas si pire, puis ça peut m'avoir servi justement dans l'écriture. Une scène que j'ai trouvée vraiment trop dramatique, je me suis mis une chanson plus légère, ou pour créer un contraste comique, puis m'amener ailleurs. Des climax, comme on dit, à tu sais, mettre quelque chose dedans. Justement, cette écriture-là, tu l'écris, c'est une triptyque là, que tu veux faire de 3 livres. Donc, c'est tout un mandat. Il fallait que tu saches où ton personnage principal, Dolores, allait et où tu continuais, où tu t'en allais. C'est vraiment une grosse réflexion. Oui, puis effectivement, une grosse réflexion, puis une grosse construction. Puis, tu sais, il va en avoir 3, il n'y en aura pas 4, puis 5, puis 6. Au début, j'avais quand même une hésitation, puis j'ai réalisé que l'hésitation venait du fait de ne pas vouloir faire un deuil. C'est beaucoup de personnages. Mon premier roman, j'ai quand même eu un deuil difficile des personnages que j'avais créés, et c'était seulement un roman. Ça, cette trilogie-là, sur 3 tomes, 3 ans de ma vie que j'ai avoir vécu avec eux, il va y avoir un gros deuil, sauf que j'avais construit un arc de 3 temps autour d'une rupture. Donc, tout est fait. Pratiquement toute la structure, le squelette. Le squelette était fait. C'est pas écrit, mais c'est fait. Mais c'était important pour toi de faire le squelette avec? Ça t'aide ou en plein milieu, tu peux décider de bifurquer, puis tu dis, ah non, là, j'avais inventé quelque chose, pensé à quelque chose, puis ça marche pas, que je vais repartir avec un autre. Bien, tu vois, c'est intéressant comme question. Il y a deux réponses à ça. Tu sais, premièrement, j'écris beaucoup par flash. Un peu comme un peintre, tu t'en vas instinct, puis ça sort, puis c'est Les personnages font à peu près ce qu'ils veulent. Puis effectivement, j'ai eu un problème à un moment donné avec un personnage où, puis pas juste une fois, c'est arrivé régulièrement, moi je m'en allais avec un personnage, puis il ne veut pas y aller. Concrètement, ça fait que j'ai un blocage. Pendant 2-3 semaines, j'arrive pas à écrire parce qu'il y a un manque de coopération. Mais le personnage, en dehors de moi, on dirait qu'il finit par avoir sa vérité. Donc, il y a cet élément-là. Puis sinon, au niveau du squelette, c'est pas tant que c'était important pour moi de savoir où je m'en allais, mais de comprendre les thèmes que je développais, puis que j'explorais, puis que je questionnais, dans le fond. Donc, tu sais, les thèmes sont posés, les jalons importants de l'histoire sont posés parce que ça se rattache aux thèmes. Mais après ça, c'est pas un besoin de construction de ma part. J'ai fait un projet littéraire très, très construit, là, il y a une dizaine d'années, puis ça n'avait pas été très, je dirais, très fructueux. C'est satisfaisant, là. C'est pas mon processus. Mon processus, c'est vraiment par flash, en m'appuyant sur une construction de thématique. Quand tu écris, c'est quand? Quand tu dis que tu as 3 enfants, tu as une petite entreprise à côté, tu as un conjoint, tu as une vie, tu as une famille. Oui. Puis je travaille en plus, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que ça permet de gagner sa vie. Ben non, c'est ça, on se comprend. J'ai une job à temps plein, j'ai des sidelines, ça c'est une grande passion pour moi. J'écris n'importe quand. La nuit, j'écris, je mets des bouts sur mon téléphone, puis après ça, je vais aménager des périodes d'écriture plus intensives. Dans la voiture, il y a beaucoup de phrases qui me viennent, donc tu t'enregistres? Je m'attache sur le bord de la route, je m'enregistre ou j'écris. La nuit aussi, si je me réveille avec un flash, j'écris, parce que ça, c'est quelque chose que tu apprends à un moment donné. Si tu ne l'écris pas, pense pas que tu vas t'en rappeler, parce que c'est tellement extraordinaire, tu ne t'en rappelleras pas.
écrit là tout de suite. Donc, c'est ça, n'importe quand. C'est le fruit de combien de temps à date? C'est 1 an parlé? Comment ça? À peu près, il y a eu un travail, je dirais, de gestation d'à peu près 2 ans, de construction, d'idéation des personnages. Donc, il y a à peu près 2 ans. Puis, un coup que j'ai été partie, effectivement, là, 1 an, un peu moins pour le tome 2. Le tome 2, ça a été là, un peu moins d'1 an d'écriture intensive, je dirais. Là. Et puis, c'est quelque chose que je voulais faire, d'aller rapidement, par respect pour, entre autres, les lecteurs, puis par respect pour le momentum. C'est quelque chose que j'avais besoin de faire et d'expérimenter dans un temps rapproché. 3 ans, c'est rapide pour 3 livres. Bon, oui, c'est beau, là. C'est le temps que je me suis donné, puis c'est bon. Là, je suis dans le 3e. Dans le 3e, c'est bien. Oui. On verra. Oui. La réception des lecteurs, de tes fidèles lecteurs, comment t'as trouvé? Très, très positifs. Tu viens de faire le Salon du livre de Trois-Rivières. Oui, c'est très positif, puis je suis surprise de la diversité des lecteurs. Puis je suis contente parce que, tu sais, je l'ai écrit pour des hommes autant que pour des femmes. Je l'ai écrit sans qu'il y ait aucune description physique. Donc, on se l'imagine. On se l'imagine comme on veut, on met les visages qu'on veut, on met les origines ethniques qu'on veut à la limite, même s'il y a des marqueurs culturels évidents. Mais le but, c'était que tout le monde puisse vivre un peu un processus d'identification avec le livre. Puis, tu sais, je vais avoir des messieurs de 80 ans qui ont aimé ça, comme des hommes plus jeunes, comme des filles de tous les âges. C'est sûr que comme ça se rapporte à la quarantaine et à la maternité, je dirais que là, chez les publics un peu plus jeunes, j'ai eu moins de résonance. Mais comme parent, tu sais, comme moi qui est parent, tu peux transposer, là, c'est facilement transposable. Une question, c'est qui tes auteurs, tes vedettes ou des gens que tu admires en écriture puis tu aimerais rencontrer ou tu as peut-être rencontré? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs de romans policiers. OK. Parce que ça prend un type d'intelligence qui me renverse. C'est construire une bonne intrigue. Là. Par exemple, malheureusement, je sais qu'il y a des très bons auteurs de policiers qui font plus dans l'horreur. Ouais. Je suis trop sensible, ça, je suis pas capable. Moi non plus, moi. Donc, là, mais des Louise Penny, des Cathy Weich, Michael Conley, des Christian, des choses comme ça, que ça tient en haleine. Puis c'est un page tourneur, là, comme on dit. Puis dans les anciens aussi, moi, je suis quand même assez vintage. Là. Moi, je lis encore des Agatha Christie. Oui. Je lis encore les Arsène Lupin. Je lis beaucoup de romans graphiques. Là, tu vois, j'ai des blancs de mémoire là, sur qui sont mes préférés, là, mais l'aspect visuel me touche beaucoup, parce que j'aime beaucoup les arts visuels. Donc, c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire? Un roman policier, un roman graphique? Ça serait-tu dans tes choses que tu oserais te lancer? Le policier, probablement un jour, quand j'aurai là, plus pas d'aptitude, mais d'habitude. On finit par développer des mécanismes là, aussi. Là. Le policier, oui. Roman graphique, j'admire tellement les illustrateurs. Pourquoi pas? J'aime beaucoup les collaborations. Donc, ce que j'aimerais dans l'avenir, travailler avec d'autres artistes, c'est solitaire, écrire un livre. Puis je ne suis pas nécessairement quelqu'un de solitaire, même si j'aime écrire quand même. Mais c'est pour ça aussi là, que j'ai participé au lancement du Cercle de conteurs de la Naudière, parce que c'était un besoin que j'avais de vivre mon art du récit autrement, donc en le mettant en scène, en performatif, puis avec des gens. Pas être toute seule. Que c'est félicitations, je trouve ça passionnant, ma chère. On va voir au 3e. Écoute, il va falloir que tu nous en parler, là, de faire la fin. Justement, après ça, as-tu déjà un autre projet? Oui, déjà? Oui, parce qu'il va falloir que je réussisse à lâcher. Donc, c'est une autre série. Ça va être encore une comédie romantique. C'est vraiment un genre que j'ai choisi consciemment d'explorer jusqu'à temps que je sois tannée, puis ça pourrait être là avant que je me tanne. C'est bien. Oui, j'en parlais à Saint-Didas vendredi, justement. Il y a une petite conférence, puis ça va être là-dessus. Pourquoi je suis partie sur la comédie romantique? Pourquoi j'ai choisi ce genre-là? Donc, peut-être un film? Peut-être un film un jour, peut-être une histoire? Bien, j'ai étudié en cinéma. Fait que l'écriture, elle reste cinématographique. J'ai étudié en théâtre. Fait que, il y en a beaucoup là-dedans. C'est visuel, c'est des éléments de mise en scène. Donc, c'est sûr que j'aimerais ça, mais bon. Des rêves. On en a beaucoup. Il faut en avoir, mais il faut que ça alimente aussi ton écriture. Oui. Tu sais, dans le fond, c'est plate, là, mais... Non, le cinéma m'alimente toujours beaucoup. C'est clair. Oui. Bon, je te remercie beaucoup. Merci, Daniel. On va suivre avec intensité. Merci. Bonne journée. Merci. Bye. Je suis en compagnie de Charles et de Fred.
Il nous manque Olivier, c'est ça? Les trois comparses, vous êtes les trois étudiants au Cégep à Joliette en commerce, c'est ça? En gestion de commerce. Gestion de commerce, on termine là, le technique là, en mai 2023, là, soit cette année. C'est ça. Dans vos cours, vous avez à faire gestion d'événements. Donc, c'est un gros défi, là, parce que dans le fond, dans ce cours-là, vous avez appris plein de choses, mais là, gérer un événement, c'est pas toujours évident. Là. Exactement. Dans le fond, à travers la technique, on a 2 événements à faire selon 2 cours différents. L'année passée, c'était une foire commerciale à la galerie à Joliette. Cette année, il faut créer un événement là, vraiment en dehors de l'école, soit nous, on a utilisé le dialecte Moisson Ladière, c'est un organisme qui nous tient à cœur. Dans le fond, il fallait représenter un organisme à but non lucratif. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller chercher Moisson Ladière et de faire un événement là, à Berthierville là, pour aller chercher le plus de dons possible, le plus de gens possible. Charles, c'était quoi le plus gros défi dans tout ça? C'est beau avoir l'idée, mais qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Je pense que le plus gros défi de cet événement-là, c'est vraiment toute l'organisation reliée autour, avant, pendant et après l'événement. Je pense vraiment que ça représente beaucoup de responsabilités, beaucoup d'assiduité. Je pense que c'est ça le plus gros défi. Est-ce que vous connaissiez pareil à l'école, c'est sûrement ils travaillaient ensemble, mais ça a créé d'autres amitiés, vous êtes aperçu que vous travaillez bien en équipe, il y a une gestion d'équipe à faire aussi dans ça. Oui, effectivement, ça fait au-dessus de 6 sessions qu'on est dans la même classe, dans la même cohorte, donc on ne veut pas des travaux d'équipe, on en a vu d'autres et c'est rendu qu'on se connaît pas mal en fin de technique comme ça. Là, on va parler de l'événement comme tel, donc c'est le 8 avril. Ici à Berthierville, dans le stationnement du IGA, lequel des deux qui peut me parler? Ça va se dérouler comment? Qu'est-ce que ça va être? Dans le fond, le nom de l'événement, c'est Hot Don. En gros, on va faire un petit contraste entre les mots. Ça va être une collecte de denrées non périssables ainsi qu'une collecte de fonds sous forme de vente de hot dog là, directement dans le parking là, du IGA là, au stationnement. À côté de la porte, le 8 avril, entre 10h le matin et 15h l'après-midi, tout au long de cette journée-là, il va y avoir plusieurs produits là, à vendre, là, comme dans le fond des hot dogs, des chips, des petites bouteilles d'eau, des petites boissons gazeuses, dans le but de ramasser, là, comme j'ai dit, là, des fonds pour Moisson. Aussi, là, on va ramasser on va avoir des boîtes là, pour les denrées non périssables. Là. En gros, là, les gens qui vont faire l'épicerie vont pouvoir ramasser, par exemple, une canne de soupe qui est une denrée non périssable. Ils vont pouvoir la mettre dans une boîte là, en sortant de leur épicerie. Leur don va être fait. Depuis, on va avoir une machine là, pour, par exemple, les dons. Là, on offre des reçus de commandite. Donc, s'il y a des compagnies qui veulent venir là, pour faire des plus gros dons, on va être là pour vous accueillir là, en grand nombre. Aussi, il va y avoir là, des vox pop, qu'on appelle. Là. Ça va être des petits quiz de la réponse sur le Moisson Ladière, ce qui va amener là, un petit côté interactif là, à notre collecte de dons. Parce que c'est ça, pour vous, c'est important. Moisson Ladière, ça représente un organisme qui impliqué dans... Oui, sans doute, c'est impliqué dans notre région, soit la Ladière, puis honnêtement, il faut se dire dans la vie, nous, par exemple, moi, je peux donner l'exemple de chez moi, il n'y a pas de problème, je mange bien, mais ça, par exemple, mon voisin, ça ne peut pas être pareil. C'est pour ça qu'on a décidé d'encourager Moisson Ladière qui fournit vraiment de la nourriture là, partout dans la région aux gens qui n'ont pas nécessairement les moyens là, de s'en offrir. Et toi, Charles, par rapport à Moisson Ladière, qu'est-ce que tu t'amènes à faire une réflexion, à penser à quelque chose? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait d'impliquer, d'avoir été visiter cet organisme-là? Honnêtement, c'est notre collègue Olivier qui est arrivé avec l'idée de Moisson Ladière. Et oui, suite à la visite des locaux de Moisson, on a vraiment été, moi-même, personnellement, j'ai été très impressionné de l'ampleur que ça avait. Je pensais pas que c'était autant gros, je pensais pas que c'était autant bien organisé. En plus, ils viennent en aide à des personnes en difficulté avec leurs employés, donc c'est vraiment un organisme qui est superbe. Je vais vous poser une dernière question. Avez-vous un objectif? C'est sûr qu'on voudrait donner 100 000, mais... Sans doute. Il faut rester réaliste à travers tout ça. Mais avez-vous un petit challenge entre vous autres? On a environ 500 personnes qu'on aimerait là, qui participent à notre événement. Puis côté là, argent, un 2500 $, le minimum, serait un objectif là, qui est réalisable là, sans doute. Il faut aussi c'est la date, là, le 8 avril, qu'on va checker. Il y a tout pour réaliser le 2500 $, mais on aimerait ça faire sans doute plus pour remettre une belle organisme comme Moisson Ladière. Êtes-vous fébrile, avez-vous hâte? Sans doute. C'est un gros événement, comme Charles l'a dit, c'est beaucoup d'organisation, mais on croit qu'on a les atouts là, pour le faire, puis ça va bien aller. Puis vous avez réalisé quoi dans ça, que vous étiez capable de faire quelque chose? Oui, il y a l'aspect faire le faire, mais c'est comme un devoir aussi, là. Ça fait partie du travail de session. Sans doute, il y a des rapports à remettre là, après tout ça, comme des conférences de presse qu'on va faire là, à Joliette là, pour donner dans le fond là, le montant total qu'on a ramassé pour l'organisme. Par rapport à ça, c'est quoi tu as trouvé le plus difficile?
sans doute, l'organisation, un peu comme Charles a parlé, c'est une grosse étape, mais ça va nous emmener à une autre étape dans notre vie qu'on va dire, tu sais, un événement, on est capable d'en organiser dans le cadre d'un cours, on va être capable d'en organiser dans le cadre de travail plus tard. Le travail, tout ça, c'est bon. Bon, ben je vous félicite les gars. Puis, merci aussi de votre commandite là, pour nous, c'est vraiment apprécié. Puis on souhaite aux gens qui donnent le plus possible. Là, que vous soyez présents le 8 avril prochain. On va en parler. Merci. Okay. Merci beaucoup. Je suis accompagnée de Diane Nadeau de Moisson-la-Naudière. Bonjour Diane. Bonjour. Merci d'être venue nous voir ici à Berthierville. Avec un groupe d'étudiants qui s'étudient en commerce au Cégep de Joliette, puis ils ont à faire un événement. Moisson-la-Naudière a accepté de s'associer avec cet événement-là, dans le fond, pour faire une levée de fonds ici à Berthierville le 8 avril. Pouvez-vous nous dire, c'est quoi l'importance de Moisson-la-Naudière pour la région ici, si on parle de Berthierville? Ça représente quoi? Moisson-la-Naudière, dans le fond, on représente 77 organismes dans la Naudière. Dans Berthier, on en a un et c'est le groupe d'entraide. Le groupe d'entraide de Berthier. C'est ça. Ouais. De Berthier. Et eux, ils ont, si je me rappelle bien, ils ont autour de 100 quelques familles. Mais au-delà de ça... Oui, c'est en aide alimentaire. Quand vous parlez avec les familles que vous aidez, c'est en aide alimentaire, mais 100 familles, c'est beaucoup. Là. Oui. Fait qu'imaginez, on dessert 17 000 personnes par semaine dans la Naudière. C'est beaucoup. Ça fait, on a 36% là-dedans que c'est des enfants. OK. Fait que, tu sais, les écoles, on fournit aussi certaines écoles. C'est ça, mais on avait dit, les services, c'est pas seulement des paniers d'épicerie, c'est nourrir les enfants dans les écoles, au secondaire, au primaire, au secondaire, des choses comme ça. Oui, on a les 2 écoles de l'envol, qui c'est de la formation aux adultes. On a aussi les centres d'hébergement, de toxicomanie et tout ça. Okay. On a des centres de femmes, on a des cuisines collectives. C'est large, c'est large. Ça fait quelques années que vous êtes impliqué dans cet organisme-là. Au fil des ans, ça a beaucoup augmenté? Oui. Je vous dirais là, que quand moi j'ai rentré là, on faisait à peu près 5 à 6 000 familles, personnes par semaine. Et là, à 17 000, fait qu'imaginez le volume. Exponentiel et tout ça. Et quand on parle de pauvreté, d'aide alimentaire, c'est pas nécessairement des gens qui sont sur l'aide sociale, comme on dirait. Il y a beaucoup de familles qui sont à faible revenu, puis il faut que, avec tout ce qui se passe, l'inflation, l'augmentation des loyers, ils ont de la difficulté. Là. Oui, oui. Je dirais même que certains organismes ont décidé d'ouvrir après les heures normales, parce qu'avant, on desservait les gens qui ne travaillaient pas, dans le fond. Mais là, c'est des travailleurs, il y a beaucoup de travailleurs. Et certains organismes ont décidé, eux, de dire, bon, mais on ouvre des journées plus grandes. On va étirer ça jusqu'à 6 heures le soir pour pouvoir répondre aux familles. Quand nos jeunes ici du coin sont venus vous voir pour dire on veut faire une activité de financement, on veut préparer, j'imagine que vous n'avez pas dit non. Là. Vous n'avez pas dit non. Bon, c'est important ces activités-là ponctuelles parce que je sais qu'il y a des grosses campagnes dans l'année, mais cette prise de conscience-là, de faire prendre conscience aux gens et d'être capable de redonner, c'est important. Moi, je dirais que le fait que ce soit des jeunes qui aient dit « Écoute, nous, on veut s'impliquer, on veut faire une levée de fonds », bien, c'est encore plus encourageant. C'est signe que, bon, il y a une conscience quand même qui est là. Ils sont peut-être mieux antis que certains qui ont dit « Écoute, on partage, puis on est capable, nous, on va faire une levée de fonds pour Moisson. » Puis Moisson, bien, ils ont choisi le meilleur organisme. Bon, c'est bien, il faut le dire. Donc, tous les dons sont acceptés, c'est important, même à l'année. À l'année longue, je dirais, c'est pas juste pour les paniers de Noël, là, parce que les gens, ils pensent on ramasse juste pour Noël. Non, on a quand même au-dessus de 300 donateurs à l'année qui donnent des produits, parce que ça en prend, mais aussi des dons ponctuels comme ça, des levées de fonds, on a la tablée des chefs même qui est en campagne, là, puis là, on a eu quand même 3 écoles qui ont participé, fait que
la conscience. Je pense que les gens, ça commence à rentrer, qu'il y en a d'autres qui ont des besoins. Ben, je te remercie beaucoup, Diane, du beau témoignage que tu nous as fait. Et merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. Merci à eux. Pas de problème. Je te remercie. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Bonjour, mon nom est Marie-Claude Primo. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Elsa Desaulniers. Nous faisons toutes les deux partie du comité provisoire pour la fondation d'une coopérative santé à Lanoraie. Aujourd'hui, on se trouve sur le site de l'ancienne clinique médicale de Lanoraie où plusieurs docteurs ont pratiqué, notamment le docteur Bourgeois. Nous avons commencé notre démarche et avons rencontré la direction du CIS de Lanaudière. Ils nous ont clairement fait savoir que pour qu'un médecin choisisse de venir pratiquer à Lanoraie, nous devons avoir un lieu de travail moderne et fonctionnel. Donc, notre objectif, c'est de former une coopérative de santé qui sera formée de plusieurs professionnels pour créer un milieu intéressant pour qu'un médecin veuille venir pratiquer ici. Nous avons besoin de l'appui des citoyens pour montrer à nos partenaires que notre projet est sérieux. On compte donc sur vous pour nous appuyer en remplissant la déclaration d'intention disponible sur Facebook ou dans nos commerces locaux et à la bibliothèque. En participant à ce projet, vous permettra à vos familles, à vos enfants dans le futur de bénéficier de soins de santé ici même à Lanoraie. On vous invite à notre assemblée publique d'information qui se tiendra au pavillon Jean Bourdon le 2 avril de 9h à 11h. J'aimerais terminer en remerciant Mario Poirier pour la réalisation de cette vidéo. En compagnie de Liliane Cardinal du Mézodore de Joliette, aujourd'hui au lancement de la programmation du musée pour la session hiver, tu as déjà annoncé les fameux camps de jour. C'est déjà en préparation, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces fameux camps de jour-là? Tout à fait. Donc, j'ai parlé du camp de jour estival, donc de cet été, parce que justement, on lance dans les prochaines semaines la période d'inscription. Donc, pendant la semaine de relâche, le mardi 28 février à 9h, on lance les inscriptions pour les membres. Okay. Donc, les parents qui sont membres au Musée d'art de Joliette vont pouvoir, pendant une semaine, inscrire leurs enfants. Ensuite, la semaine suivante, ce sera les non-membres qui vont pouvoir inscrire leurs enfants s'il reste des places, parce qu'on sait que ça part assez rapidement. Ouais. En fait, le camp de jour là, estival, si on en parle, il y en a 3 camps de jour pendant l'été. Mais c'est une semaine, il faut spécifier que on s'inscrit à la semaine, effectivement, semaine, et le camp de jour a lieu du 26 juin au 18 août. Et on inscrit les enfants à la semaine. Et il y a 3 camps de jour. Il y a le camp de jour pour les tout-petits, donc pour les enfants de 4 ans. L'encadre de ce camp de jour-là, on explore les textures, les formes, les couleurs, on visite le musée, on s'amuse. C'est vraiment un camp de jour où les enfants développent toutes sortes de compétences comme écouter, donner son opinion. Et ça a été un grand succès là, l'année passée. C'est rempli très rapidement. Ouais. Le deuxième camp de jour, c'est le camp de jour pour les 5 à 11 ans.
Ce camp de jour-là, donc, c'est notre camp de jour traditionnel, là, on s'entend. On mélange activités extérieures, ludiques, on mélange les activités artistiques, évidemment, créatives, les visites en salle. C'est un camp de jour qui est extrêmement complet. Qui est à la fois éducatif, mais aussi où on lâche son fou. Exactement, récréatif. Et finalement, l'autre camp de jour, c'est le camp de jour pour les 12 à 15 ans. Et ça, l'année passée, on en avait parlé, c'était la première fois qu'on l'essayait et ça a été un énorme succès aussi. Donc, dans le fond, c'est un camp de jour où le matin, les jeunes, les adolescents font des activités de création qui sont spécifiques puis qui sont adaptées à leur groupe d'âge. Donc, il n'y a rien à voir avec les activités qu'on fait avec les 5 à 11 ans. Et l'après-midi, ils reçoivent des formations sur comment animer des activités dans un camp de jour. Et c'est à la fois théorique, mais beaucoup pratique aussi. Donc, ils peuvent aller dehors. C'est ça. Jamais, ils ne sont pas responsables d'un groupe. On s'entend, on a tous les animateurs pour ça. Mais ils peuvent tester leurs connaissances sur les jeunes des autres. Est-ce que les 3 camps sont en même temps? Dans le sens que je veux dire, c'est que tu me parles d'une période du mois de juin jusqu'au mois d'août. Donc, à la limite, tu peux avoir un enfant de 4 ans, un enfant de 8 ans, puis un enfant de 15 ans. Et les 3 frères et sœurs viennent au camp en même temps. C'est ça. Donc, c'est une grosse organisation. C'est beaucoup de travail. Oui, en fait, là, c'est beaucoup d'enfants. C'est 82 enfants par jour pendant 8 semaines qui viennent au musée. On a une équipe, là, incroyable d'animateurs. Donc, on parle d'une dizaine d'animateurs, animatrices, 2 coordonnatrices. Généralement, ce sont des étudiants en arts visuels au cégep ou même à l'université qui viennent animer les jeunes. Donc, c'est un très, très gros camp, là, mais c'est un camp qui est fabuleux, en fait, pour des enfants d'avoir cette opportunité-là, de vivre une expérience aussi créative qui permet de s'exprimer, de rencontrer d'autres gens qui trippent art. Puis même, on a des enfants qui trippent pas tant que ça art, mais qui vont tripper art. Oui, c'est ça, qui développent là, toutes sortes de goûts parce qu'on fait pas juste de l'art plastique, on fait aussi du théâtre, de l'improvisation, de la danse, de la performance, de l'installation. On fait toutes sortes de choses aussi, pas juste du dessin ou de la peinture, des choses un peu plus traditionnelles. Donc, on va complètement ailleurs aussi. Donc, les camps commencent à 9 h le matin? Oui. Ils finissent à 5 h, c'est ça? Dans le fond, c'est un camp de 9 à 4. Okay. Par contre, on offre gratuitement le service de garde de 8 h à 9 h et de 4 h à 5 h. OK. Donc, c'est vraiment que c'est un appel à tous. Surveillez le site web du Musée d'art et à la limite, inscrivez vos membres. Après ça, vous allez pouvoir... Oui, parce que ça part vite. Ça va partir rapidement. Bon, je te remercie, Ariane, puis on se reparle de d'autres projets par la suite. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui. Oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises.
Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fit avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a là, aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposées vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, c'est toujours issu du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseaux plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur, vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds
amener les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble, l'une contre l'autre, pour amener de la chaleur. Donc, un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxes. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais